Avant de commencer ce récit poignant, j'ai une petite question à vous poser. Il ne me manque que 187 abonnés pour atteindre mon objectif de 1000 abonnés sur la chaîne. Cela compte énormément pour moi. Cela signifie que ce travail continue et que d'autres histoires comme celle-ci vous parviendront. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge dès maintenant. Cela ne prend que quelques secondes et fait toute la différence. Embarquons-nous ensemble pour cette aventure? Merci. Maintenant, préparez-vous. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de l'argent, de la famille et du temps. Le soleil n'était pas encore levé sur le village de Ngoma lorsque le silence fut rompu par un cri. Ce n'était pas un cri ordinaire. C'était un son venu des profondeurs de l'âme, de ce lieu obscur où la douleur se cache jusqu'à ne plus pouvoir contenir la poitrine. C'était un cri qui fit s'agiter les poules sur leur perchoir et dresser la tête des chiens, les oreilles pointues. Les huttes debout semblèrent trembler. Même le vent, qui soufflait doucement entre les acacias, sembla s'arrêter un instant pour écouter. C'était un homme qui criait. Il était agenouillé sur la terre rouge, les mains couvertes de boue et le regard perdu dans un néant invisible aux autres. Ses vêtements de coton, simples et sales, étaient déchirés aux genoux. La sueur ruisselait sur son visage balafré, mais ce n'était pas la sueur de l'épuisement, c'était la sueur du désespoir, celle qui jaillit quand l'âme est en flamme. Devant lui, un trou. Pas n'importe quel trou. Il était profond, creusé de ses propres mains, nuit après nuit, pendant des années. Un trou qui recelait des secrets, des rêves, des ambitions. Mais là, au petit matin, le trou ne contenait plus ce qu'il s'attendait à trouver. Il était vide, béant comme une plaie dans la terre. Cet homme s'appelait Kwam Banda. Kwam Banda, le propriétaire de l'épicerie. Kwam Banda, l'homme travailleur. Kwam Banda, que tous les habitants de Ngoma respectaient et admiraient. Et ce matin-là, Kwam Banda enterra son fils. Mais pour comprendre comment un père en arrive à creuser sa propre tombe émotionnelle, à enterrer son argent tandis que son sang se tarit, il nous faut remonter le temps. Il nous faut connaître Ngoma à l'époque où la vie palpitait encore dans les rues de terre. Il nous faut connaître Kwam avant la folie, avant la perte, avant le cri qui a réveillé le village. Ngoma était un village à peine visible sur les cartes. Si vous consultiez les documents officiels de la province, les archives gouvernementales, vous ne le trouveriez probablement pas. C'était un de ces endroits qui n'existait que pour ses habitants, une communauté d'environ 200 âmes dispersées dans des huttes de boue et de paille, traversée par une rivière à sec la majeure partie de l'année et reliée au reste du monde par un unique chemin de terre. Mais Ngoma était vivant. Le jeudi, un marché se tenait. Les femmes venaient des villages voisins, portant sur la tête des paniers chargés d'ignames, de cacahuètes, de poissons fumés séchés et d'étoffes colorées aux motifs narratifs. Chaque motif évoquait une histoire, naissance, mariage, récolte, deuil. Elles savaient les déchiffrer comme on lit un livre. Au centre de la place se dressait le vieux baobab, un arbre si ancien que, selon les anciens, il était là avant même l'arrivée des premiers habitants. Son tronc était si large que 6 hommes, main dans la main, ne pouvaient en faire le tour. Là, au crépuscule, les hommes se rassemblaient pour partager des histoires et fumer la pipe en terre, pour parler du prix du bétail et du manque de pluie, pour se plaindre d'un gouvernement qui ne se montrait jamais et pour promettre qu'un jour les choses s'amélioreraient. Le bruit avait le rythme des mortiers pilant le maïs à l'aube, un son qui résonnait dans tout le village comme une chanson ancestrale. Boum boum boum, boum boum boum. Chaque femme avait son propre rythme, sa propre façon de piler, et les voisins reconnaissaient celle qui était levée à ce son. L'air était imprégné d'une odeur de fumée s'élevant des cuisines au coucher du soleil, du bois qui brûle, des plats qui mijotent, des familles qui se réunissent après une journée de travail. Et il y avait la boutique de Kwam. La boutique se trouvait à l'entrée du village, dans une bâtisse empisée au toit de tôle que Kwam avait construite de ses propres mains, brique par brique, à la sueur de son front. C'était un endroit simple, des étagères en bois alignées contre les murs, un comptoir usé par le temps, quelques bidons d'huile et de kérosène dans un coin. Le sol était en terre battue, mais Kwam le balayait tous les jours pour le garder propre. Mais on y trouvait de tout, du sucre roux en sachet, du savon, des piles, des allumettes, des tissus imprimés de la ville, des clous, du sel, du café fraîchement torréfié, des bibelots venus de loin. Les étagères n'étaient jamais vides, car Kwam avait le sens des affaires comme personne. Kwam avait bâti cette entreprise à partir de rien.
Orphelin dès son plus jeune âge, élevé par une tante qui peinait à se nourrir dans sa propre hutte, il apprit très tôt que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que rien n'est gratuit et que le monde appartient aux plus malins et aux plus travailleurs. À 12 ans, il vendait déjà de l'eau aux voyageurs de passage au bord de la route. À 15 ans, il achetait des marchandises en ville et les revendait au village avec un petit bénéfice. À 20 ans, il ouvrit son premier étal, un petit stand en bois au marché. À 30 ans, sa boutique était la mieux achalandée de toute la région. Les voisins admiraient Quam. Ils disaient qu'il avait le sens des affaires, que ses ancêtres l'avaient doté d'intelligence et de chance. Quand on avait besoin de conseils en matière d'argent, d'investissement ou d'épargne, c'est chez Quam qu'on allait. Il prêtait de l'argent à des taux d'intérêt raisonnables, aidait les plus démunis, mais ne manquait jamais une occasion de leur rappeler que tout a un prix. Ce que personne ne savait, absolument personne, c'est que derrière cet homme travailleur et prospère se cachait un secret. Un secret que Quam gardait comme les anciens gardaient l'or, comme les mères gardent leurs enfants, comme la terre garde ses semences. Chaque soir, une fois la dernière bougie éteinte dans les huttes et le village plongé dans le silence, Quam Banda fermait la porte de sa boutique à l'aide de son loquet en bois. Il allumait une petite lampe à pétrole et s'asseyait à même le sol. Il ouvrait sa boîte à monnaie, une boîte en bois qu'il avait fabriquée lui-même, avec un fermoir métallique acheté en ville et commençait à compter. Ce n'était pas un simple comptage. C'était un rituel. Une cérémonie. Une sorte de religion privée. Quam triait les pièces par taille, valeur et année de frappe. Les billets étaient triés par valeur et état. Il essuyait chaque pièce avec un chiffon, comme s'il caressait un objet précieux, comme s'il nettoyait un objet sacré. Parfois, il murmurait des mots que personne n'avait jamais entendus, des promesses, des rêves, des projets. Il rangeait ensuite le tout dans un sac en cuir hérité de son grand-père, un vieux sac usé sur les bords, mais aussi solide qu'un cuir de qualité. Ce sac avait une histoire. Le grand-père de Quam s'en était servi pour ranger des graines, puis son père pour y entreposer des outils, et maintenant Quam y conservait son argent. C'était comme si le sac portait en lui la mémoire de la famille. Alors il attendit. Il attendit que le village soit complètement endormi. Il attendit que le dernier chien cesse d'aboyer. Il attendit que la dernière braise s'éteigne dans les cuisines. Il attendit que la lune se positionne dans le ciel de façon à ce que son ombre soit la plus petite possible, afin d'être invisible. Quand il était sûr que personne ne le regardait, Quam sortait par l'arrière du magasin. Il suivit un sentier étroit que lui seul connaissait, entre buissons épineux et pierres, jusqu'à atteindre un champ abandonné derrière le village. Là, sous un tamarinier centenaire, il creusa. Il creusait avec une petite pelle qu'il dissimulait parmi les racines des arbres, sous des feuilles et des branches sèches. Il creusait lentement, en silence, s'arrêtant de temps à autre pour écouter si quelqu'un approchait. Le bruit de la pelle sur la terre aride était le seul son de la nuit. Il mettrait le sac en cuir dans le trou. Recouvrez-le de terre. Il le tapota avec ses mains pour le compacter. Il a éparpillé des feuilles mortes par-dessus. Il a remis les branches en place. Et il rentrait chez lui le cœur battant la chamade, la sueur ruisselant dans son dos et le souffle coupé. Nuit après nuit. Mois après mois. Année après année. Quam ne déposait pas d'argent à la banque. Il se méfiait de ces choses de blanc, de ces papiers qui pouvaient brûler, de ces banques qui pouvaient s'effondrer. Il n'investissait ni dans la terre ni dans le bétail. Tout pouvait mourir de soif pendant la sécheresse, tout pouvait être volé, tout était trop exposé. La seule véritable sécurité, selon lui, résidait dans la terre. La terre rouge de Ngoma. La terre où il avait vu son père et son grand-père enterrés. La terre qui garderait ses secrets à jamais. Dans l'imaginaire de Quam, cet argent enterré était la garantie d'un avenir radieux. Une fois suffisamment riche, il achèterait des terres, de vastes étendues. Il construirait une maison en briques avec de vraies tuiles, pas de la paille. Il aurait des domestiques, du bétail, peut-être même une voiture. Son nom serait connu dans toute la province. On dirait, voilà Quam Banda, l'homme le plus riche de la région. Saviez-vous qu'il est parti de rien? Regardez où il en est aujourd'hui. Il n'a parlé de ses projets à personne. Même pas pour Adjo, sa femme. Adjo était une femme discrète, de celles qui parlent peu mais observent tout. Son visage portait les stigmates d'une vie difficile,
La perte de ses parents dans sa jeunesse, le dur labeur depuis l'enfance, les accouchements douloureux. Mais ses yeux conservaient une douce lueur, surtout lorsqu'elle regardait son fils. Elle avait épousé Kwame à l'âge de 18 ans. C'était un mariage arrangé par leur famille comme le voulait la coutume. Au début, ils se connaissaient à peine. Mais avec le temps, ils apprirent à vivre ensemble, à partager un toit, de la nourriture et un lit. Adjo savait que Kwame était différent. Elle savait qu'il avait des ambitions, des rêves, des projets. Elle savait qu'il passait des heures au magasin, qu'il comptait son argent comme s'il priait, que parfois il se réveillait en pleine nuit et disparaissait pendant des heures. Elle ne lui a jamais demandé où il allait. Une femme intelligente ne pose pas de questions sur tout ce qu'elle voit. Mais elle pouvait voir. J'ai vu la saleté sous ses ongles à son retour. J'ai vu la fatigue dans ses yeux. J'ai vu le soulagement quand l'argent a augmenté. J'ai vu la peur quand quelqu'un s'est approché trop près du tamarinier. Adjo gardait ses soupçons pour lui comme tout le reste. C'est ce qu'il avait appris de sa mère, de sa grand-mère, des femmes de sa famille. Les hommes ont leurs secrets, les femmes les leurs. L'important, c'est que la famille reste unie. Sa famille était petite, mais elle représentait tout pour elle. Kwame et Kofi. Kofi, le garçon né après 3 fausses couches. Kofi, le garçon qui a failli mourir à la naissance et qu'Adjo a juré de protéger au péril de sa vie. Kofi, le garçon qui avait les yeux de son père et le sourire de sa mère. Kofi Banda avait 8 ans et une curiosité qu'il ne pouvait contenir à l'intérieur de son corps. Il était mince, grand, avec des genoux disproportionnés par rapport à ses jambes fines, et un sourire qui trahissait l'absence de 2 dents de devant. Elles étaient tombées lors de la chute d'un arbre et il trouvait ça génial. Il passait ses journées à courir après les poules, à grimper aux acacias, à inventer des jeux avec les autres garçons et à se baigner dans la rivière quand il y avait de l'eau. Mais l'endroit préféré de Kofi était la boutique de son père. Il adorait ses odeurs, le savon de Marseille, le pétrole, le sucre roux en conserve, le café torréfié, le poisson séché suspendu à l'étagère. Il aimait observer les gens aller et venir, chacun avec son histoire. Il adorait quand son père le laissait peser le riz sur la vieille balance, avec ses poids en fer qui tintaient lorsqu'on les posait sur l'assiette. Kofi a posé beaucoup de questions. Papa, d'où vient cet argent? Papa, pourquoi Madame Akia a-t-elle acheté plus de sel si elle en a déjà acheté la semaine dernière? Papa, combien d'argent avons-nous? Papa, pourquoi économises-tu de l'argent si l'argent est fait pour être dépensé? Papa, si on avait beaucoup d'argent, est-ce qu'on pourrait acheter une voiture? Au début, Kwame répondit patiemment. Il expliqua que l'argent venait du travail, qu'il fallait en prendre soin et qu'un jour Kofi comprendrait tout cela. Il dit que l'argent était comme une graine, qu'il fallait la planter pour qu'elle pousse, et que celui qui dépense tout n'a jamais plus rien. Mais avec le temps, les questions du garçon commencèrent à le tracasser. Kwame regarda son fils et vit ses yeux vifs, attentifs et curieux. Il ressentit une pointe d'inquiétude. Kofi se doutait-il de quelque chose? Avait-il suivi son père une nuit? Les enfants avaient-ils parlé? Et quelqu'un allait-il découvrir le secret du tamarinier? Il a commencé à empêcher Kofi de rester au magasin. Va jouer, mon garçon. Ceci est réservé aux adultes. Mais papa, j'aime bien aider. Tu pourras aider plus tard. Par maintenant. Kofi ne comprenait pas. Il pensait avoir fait une bêtise, que son père était en colère contre lui. Il passa des jours à se demander ce qui s'était passé, comment il pourrait lui faire plaisir à nouveau. Mais c'est ainsi que sont les enfants, ils s'adaptent, ils inventent de nouvelles façons d'exister. Il commença à observer son père de loin, jetant un coup d'œil par les fentes de la porte, essayant de comprendre ce qui attirait tant l'attention de Kwame. Il se cachait derrière les tambours, écoutant les conversations, regardant les gens payer, voyant l'argent changer de main. Et c'est dans cette observation silencieuse que Kofi commença à remarquer des choses étranges. C'est par une nuit de lune décroissante que Kofi fit la découverte qui allait tout changer. Le garçon aurait dû dormir depuis des heures, mais il se réveilla assoiffé. La cabane était plongée dans l'obscurité, le silence était total. Il se leva lentement, marchant à pas de loup pour ne pas réveiller ses parents, et alla à la cuisine boire de l'eau à la calebasse qui se trouvait près de la porte. C'est alors qu'il aperçut une faible lumière provenant du magasin. Une lampe allumée à 7 heures de la nuit?
Kofi s'approcha lentement, le cœur battant la chamade. Il jeta un coup d'œil par une fente dans la porte. Son père était assis par terre, la lampe à côté de lui. Devant lui, une boîte en bois ouverte. Et à l'intérieur, de l'argent. La ville était à 2 jours de route. 2 jours de montée de chemin de terre sous un soleil de plomb et de danger en chemin. Et même s'ils arrivaient à destination, les soins médicaux coûtaient cher. Très cher. Examens. Médicaments. Hospitalisation. Tout est cher. Tout est très cher. Il pensa au sac en cuir sous le tamarinier. Il repensa à tout ce qu'il avait accumulé au fil des années de travail, des années de nuits blanches, des années de privation. Il repensait aux projets, aux rêves, à la grande maison, au respect de tous, au nom dont on se souviendrait. Il pensait à l'avenir. Ça va passer, dit Kwam. Ça va passer, oui. Kofi est fort. Kofi est un guerrier. Kofi est de Sambanda. Maman Thérèse le regarda avec des yeux qui semblaient voir au-delà de la peau, au-delà de la chair, au-delà des os. Elle ne dit rien de plus. Elle secoua simplement la tête lentement, avec une vieille tristesse, et s'en alla. Les autres femmes partirent elles aussi une à une, ne laissant qu'Adjo avec son fils. Les jours s'éternisaient comme des limaces dans une terre aride. L'état de Kofi s'aggravait d'heure en heure. La fièvre ne tombait pas. Le garçon ne reconnaissait plus sa mère. Il s'en délectait, disait des inepties, demandait de l'eau d'une voix presque inaudible. Parfois, il appelait son père. Parfois, il appelait des morts, des ancêtres qu'il n'avait jamais connus. Parfois, je riais sans raison, d'un rire terrifiant qui glaçait le sang de quiconque l'entendait. Adjo passait ses nuits blanches à humidifier des linges, à changer des compresses, à chanter doucement les chansons que sa mère lui chantait. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Kwam se rendit au magasin, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il resta derrière le comptoir, le regard vide, à faire des calculs mentaux. Combien coûtait une consultation en ville? 50 000? 100 000? Des examens? 200? Des médicaments? 300 de plus? Une hospitalisation? Dieu nous en préserve, combien cela coûterait-il? C'était trop cher. De l'argent qu'il a mis des années à économiser. De l'argent qui assurerait l'avenir de la famille. Et s'il dépensait tout et que Kofi mourait malgré tout? Perdrait-il son fils et son argent? Se retrouverait-il sans rien? Et si Kofi était mort parce qu'il ne l'avait pas dépensé? Non, je ne pouvais pas y penser. Kofi n'allait pas mourir. Ce n'était qu'une fièvre. Ça allait passer. Ça passait toujours. Les enfants ont de la fièvre, leurs parents s'occupent d'eux, ils guérissent. Ça a toujours été comme ça. Kwam s'accrochait à cette idée comme un homme s'accroche à une planche au milieu de l'océan. Les voisins ont commencé à le remarquer. Certains proposèrent leur aide, un peu d'argent, une poule pour faire du bouillon, des remèdes maison. D'autres suggérèrent d'emmener le garçon en ville, de collecter de l'argent et de demander de l'aide au chef du village. Kwam a tout refusé. Ça va passer, répéta-t-il. Ça va passer. Au fond de lui, il avait peur. Peur de dépenser. Peur de perdre ce qu'il avait bâti. Peur que s'il dépensait tout, tous ses efforts soient vains. Peur que l'argent disparaisse à jamais, comme son fils. Mais l'argent pourrait revenir. Le fils, s'il partait. Il n'a pas pu terminer sa pensée. La 5e nuit, Kofi ouvrit les yeux. Il était lucide. Plus lucide qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il regarda sa mère et sourit. Ce sourire auquel il manquait 2 dents de devant, ce sourire qu'Adjo aimait tant, qui était pour elle la plus belle chose au monde. « Maman, j'ai faim. » Adjo pleurait de joie. Elle courut préparer du bouillon et appela les voisins pour partager la bonne nouvelle. Kofi allait guérir. Kofi était guéri. Kofi allait vivre. Les voisins arrivèrent, apportèrent de la nourriture, embrassèrent Adjo, remercièrent leurs ancêtres et louèrent Dieu. La hutte se remplit de monde, de rire et de soulagement. Kwam rentra des courses et trouva la fête. Il trouva son fils assis, mangeant du bouillon, encore faible mais vivant. Il vit sa femme sourire pour la première fois depuis des jours. Il sourit lui aussi.
Elle serra le garçon fort dans ses bras, huma ses cheveux, sentit la maigreur de son corps, mais aussi la vie. La vie était là, palpitante, résistante. Cette nuit-là, Quam alla au tamarinier. Tombeau. Il a enterré encore plus d'argent. Il remercia ses ancêtres d'avoir épargné son fils. Il les remercia de lui avoir épargné ses économies. Il les remercia pour leur sagesse, leur patience, leur confiance et leur espoir de ne pas avoir perdu espoir. Il ne savait pas qu'il creusait sa propre tombe. 3 jours plus tard, la fièvre est revenue. Beaucoup plus fort. Kofi se mit à convulser. Son petit corps s'étira et trembla de façon incontrôlable, comme possédé par quelque chose. Ses yeux se révulsèrent, ne laissant apparaître que du blanc. De la mousse lui montait à la bouche. Ses bras et ses jambes s'agitèrent frénétiquement. Adjo criait. Les voisins accoururent, tentèrent de retenir le garçon, de lui protéger la tête et de calmer ses convulsions. Les hommes retenaient Quam pour qu'il ne s'enfuit pas sans but, ne se blesse pas ou n'aggrave pas la situation. Maman Thérèse réapparut. Cette fois, il ne porta pas la main à son front. Il ne ferma pas les yeux. Il ne pria pas. Il se contenta de regarder le garçon, Adjo Quam. « Si vous n'allez pas en ville aujourd'hui, demain il sera trop tard, a-t-il dit. Et demain, quand on dira demain, ce sera encore plus tard. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demain. » Quam regarda son fils. Il observa le petit visage, les lèvres sèches, la respiration courte et rapide, le corps tremblant. Il regarda Adjo, qui le fixait en retour avec des yeux mêlant désespoir et accusation. Il pensa au sac en cuir. Les pièces brillaient à la lumière de la lampe. Dans les notes soigneusement conservées. Dans les plans. Pas d'avenir. Le nom dont on se souviendrait. Demain, pensa-t-il. J'irai demain. Il est trop tard pour voyager aujourd'hui. Nous partirons tôt demain matin. Demain. Mot dangereux. Cette nuit-là, l'état de Kofi s'est encore aggravé. Les crises cessèrent, mais ce n'était pas bon signe. Le garçon devint étrangement silencieux. Sa respiration devint superficielle. Sa peau devint glacée. Adjo ne dormait pas. Elle restait auprès de son fils, lui tenant la main, chantant doucement les chansons que sa grand-mère chantait autrefois. Ces chansons qui apaisent ceux qui s'en vont. Elle le savait. Au fond d'elle, elle le savait déjà. Mais elle continuait de chanter car c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Quam est allé au magasin. Il s'est assis par terre. Il ouvrit la boîte à pièces. Il a raconté son histoire. Ils se sont séparés. Il l'a mis dans le sac en cuir. Il est sorti par la porte de derrière. Il marcha jusqu'au tamarinier. Tombeau. Il l'a enterré. À son retour, le chalet était trop silencieux. Il n'y a eu ni pleurs, ni cris, ni rien. Le silence seulement. Le silence qui n'existe que lorsque la vie s'est éteinte. Adjo était agenouillée près du tapis. Elle ne pleurait pas. Elle fixait simplement son fils avec une expression que Quam n'avait jamais vue chez personne. Un mélange de douleur, de vide, d'accusation et de quelque chose de pire encore, la résignation. Kofi ne respirait plus. Quam s'arrêta à la porte. Son corps refusait d'obéir. Son esprit était paralysé. Son cœur semblait s'être arrêté lui aussi. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il ouvrit les bras pour embrasser, mais il n'y avait rien à embrasser. Le soleil se leva à Ngoma comme chaque jour, orangé et rouge, peignant le ciel de couleurs chaudes, illuminant les huttes, réchauffant la terre. Mais ce jour-là, les couleurs semblaient différentes. Plus sombres. Plus tristes. Le soleil semblait avoir honte de briller. Les femmes sont venues aider à laver le corps. Laver Kofi avec de l'eau et des herbes aromatiques, comme le voulait la tradition. Habillez-le de ses plus beaux vêtements, ceux qu'il portait à la messe du dimanche, la chemise bleue que sa mère avait achetée en ville, le pantalon encore neuf. Envelopper son petit corps frêle dans un linge blanc bordé de dentelle, qu'Adjo gardait pour les grandes occasions. Les hommes creusèrent la tombe dans le petit cimetière du village, près de l'église en briques de terre crue. Ils creusèrent profondément pour que les animaux ne puissent y accéder, afin que la terre les protège.
Chaque coup de ou était un coup porté au cœur de celui qui creusait. Quam était incapable de bouger. Il se tenait au milieu de la cabine, le regard perdu dans le vide. Ses yeux ne voyaient rien. Son esprit était vide. Il n'était qu'une coquille vide, un corps sans âme. Il a fallu que quelqu'un le guide jusqu'au cimetière. Quelqu'un lui a tenu le bras, l'a accompagné et l'a conduit à sa place. Le cortège était restreint, mais tout le village était présent. 100 personnes, 200, formaient un cercle autour de la tombe ouverte. Certains pleuraient. D'autres baissaient simplement la tête. Des enfants tenaient la main de leur mère, ne comprenant pas pleinement ce qui se passait, mais ressentant toute la gravité de l'instant. Le pasteur a prié dans la langue locale, demandant aux ancêtres d'accueillir l'âme du garçon, de le guider dans le monde des esprits et de donner à la famille la force de supporter la douleur. Alors que le petit corps commençait à descendre vers la terre, Adjo émit un son. Ce n'était ni des pleurs, ni des cris, ni des mots. C'était quelque chose de primordial, quelque chose qui remontait à avant les mots, avant les hommes, avant la civilisation. C'était le cri d'une mère qui perd son enfant, le son le plus ancien et le plus terrifiant au monde. Un son qui fit baisser la tête à tout le monde. Un son qui résonna dans tout le village. Un son qui résonnait dans les montagnes lointaines. Quam n'a émis aucun son. Il resta là, pétrifié, tandis que la terre rouge recouvrait son fils. Papa pour papa. Portion par portion. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un monticule de terre fraîche. Cette nuit-là, lorsque chacun regagna sa hutte, lorsque les bougies s'éteignirent et que le village sombra dans le silence, Quam resta au cimetière. Assise près de la tombe fraîchement creusée, je contemple le monticule de terre. La lune se leva. Pleine, brillante, indifférente. Les étoiles apparurent, des millions d'entre elles, scintillant dans le ciel sombre. Le vent soufflait, emportant avec lui l'odeur de fumée des cuisines, l'odeur de terre humide, l'odeur de la nuit. Quam resta immobile pendant des heures. Puis, lentement, comme s'il se réveillait d'un mauvais rêve, il se leva. Il marcha. Elle ne savait pas où elle allait, mais ses pieds connaissaient le chemin. Ils traversèrent le village, longèrent les huttes silencieuses et suivirent l'étroit sentier entre les buissons. Ils arrivèrent au champ abandonné. Au tamarinier centenaire. Quam s'arrêta devant l'arbre. Il le contempla. Ses racines épaisses qui jaillissaient de la terre. Ses branches qui se détachaient sur le ciel étoilé. Il récupéra la pelle cachée parmi les racines. Il commença à creuser. Il a creusé pendant des heures. La terre était sèche, dure, résistante, comme si elle ne voulait pas livrer ce qu'elle contenait. Mais il creusa. Les mains ensanglantées, les bras douloureux, le dos en feu, la sueur ruisselant, les larmes coulant et se mêlant à la terre rouge. Il creusait comme un fou. Il creusait comme un fou. Il creusait comme s'il voulait atteindre le centre de la terre. Il a trouvé le premier sac. Puis le deuxième. Puis le troisième. Le 10e. Le 20e. Le 30e. Devant lui, sur la terre rouge scintillante au clair de lune, s'étendaient des années de labeur. Des années de nuit blanche. Des années d'économie. Des années de choix. Des années de privation. Des années de rêve. Quam regarda ce tas d'argent. Pièces de monnaie. Billets de banque. Certains anciens et décolorés. D'autres neufs sentant encore l'encre. Et il s'est mis à rire. Un rire sec et fou résonna dans le champ désert, effrayant les oiseaux nocturnes et faisant se cacher les animaux. Puis les rires se sont transformés en larmes. Puis les pleurs se sont transformés en hurlements. Il tomba à genoux. Il ramassa des poignées de pièces et les laissa glisser entre ses doigts. Le cliquetis métallique emplissait la nuit, un son froid, vide, sans vie. Prenez-le, cria-t-il vers le ciel. Prenez tout cet argent. Vous pouvez le prendre. Vous pouvez le garder. Rendez-moi mon fils. Rendez-moi mon fils. Mais le ciel ne répondit pas. Les étoiles continuaient de briller indifféremment. La lune poursuivit sa course, impassible. Et Kofi continua de mourir. Quam resta là, agenouillé au milieu de l'argent, jusqu'au lever du soleil. Lorsque les premières lueurs apparurent à l'horizon, il contempla l'amas de richesses et comprit sa véritable nature.
un amas de néant. Du métal sans valeur. Du papier sans signification. Des choses qu'il ne pouvait ni étreindre, ni embrasser, ni appeler père. Dans les jours qui suivirent, Ngoma fut témoin d'un événement que personne n'oublierait jamais. Kwambanda, l'homme le plus économe du village, celui qui comptait les pièces comme s'il priait, celui qui enterrait l'argent dans les buissons, commença à le distribuer. Il se rendit d'abord chez Mama Thérèse. Il lui tendit un sac rempli de billets. La vieille femme le regarda sans rien dire, se contentant de secouer la tête. Elle prit l'argent, le rangea et dit « En retard, Kwam. » Très en retard. Il se rendait au domicile de chaque famille ayant un enfant malade. Il payait des consultations en ville. Il achetait des médicaments coûteux. Il faisait venir des médecins partout où c'était nécessaire. Il acheta de la nourriture pour les affamés, les veuves et les orphelins. Il remplit des paniers de provisions et les distribua de porte en porte. Il a financé la scolarité d'enfants qui n'avaient jamais été scolarisés, leur a acheté des cahiers, des crayons et des uniformes. Il a construit un petit puits près de la rivière asséchée pour que les femmes n'aient plus à parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Les gens acceptèrent l'argent avec hésitation. Certains refusèrent, disant que ce n'était pas juste, que Kwam était fou de chagrin, qu'il n'en avait pas besoin. Kwam insista. Il supplia presque. « S'il vous plaît, prenez-le. Faites en bon usage. Achetez des médicaments. Achetez de la nourriture. Envoyez votre enfant à l'école. S'il vous plaît. » Personne ne comprenait d'où venait une telle générosité. Certains disaient que le chagrin avait rendu Kwam fou. D'autres affirmaient qu'il avait toujours été bon, mais qu'il ne le montrait pas. D'autres encore disaient que c'était de la culpabilité déguisée en charité. Seul Adjo connaissait la vérité. Adjo, qui dormait désormais seul dans la cabine vide. Adjo, qui ne regardait plus son mari. Adjo, qui passait ses journées assise près de la porte, à regarder au bout de la route où Kofi avait l'habitude de courir, espérant le voir revenir en courant avec son sourire édenté. Adjo, qui ne chanta plus jamais. Elle était au courant pour l'argent enterré. Elle l'a toujours su. Non pas que Kwam le lui ait dit. Mais les femmes savent ces choses-là. Elles savent quand leurs maris disparaissent la nuit. Elles savent quand ils reviennent avec de la terre sous les ongles. Elles savent quand elles regardent leur fils avec un mélange d'amour et de culpabilité. Elles savent quand il dit on n'a pas d'argent alors que l'argent est là sous leurs yeux, enfoui, inutile. Elles savaient cette nuit-là où Kofi est mort, que cet argent aurait pu sauver son fils. Si Kwam avait passé. Si Kwam avait agi. Si Kwam avait choisi son fils plutôt que l'avenir. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Le silence entre eux en disait long. Cela valait plus que 1000 mots. Cela disait plus que de simples cris. Cela allait au-delà de simples accusations. Le silence était un abîme, et les deux vivaient de part et d'autre, sans aucun pont pour les unir. Un après-midi, Kwam se rendit pour la dernière fois au tamarinier. Il prit une houe, une pelle et un sac vide. Il creusa jusqu'à trouver ce qui restait, quelques pièces oubliées dans la précipitation des dernières nuits, des sacs non distribués, de vieux billets refusés par tous. Il a tout rassemblé en un petit tas. Il regarda l'argent. Il regarda l'arbre qui avait été témoin de tant de nuits de secrets, de tant de rituels nocturnes, de tant d'espoirs insensés. Et il s'en souvint. Il se souvenait du petit Kofi, apprenant à marcher en se tenant au doigt. Il se souvenait de son premier pas, de son premier mot, de son premier sourire. Il se souvenait de Kofi courant après les poulets, riant de sa bouche édentée, tombant et se relevant, toujours en riant. Il se souvenait de Kofi dans la boutique, posant des questions sans fin, voulant tout savoir, curieux comme lui seul pouvait l'être. Il se souvenait de Kofi demandant « Papa, combien d'argent avons-nous » La question résonna dans le silence de l'après-midi, persista au fil des années et lui transperça la poitrine comme une lance. Kwam ferma les yeux. Pas assez pour te racheter, mon fils. Pas assez pour acheter une minute de plus avec toi. Pas assez pour entendre ta voix une dernière fois. Il prit l'argent, le mit dans sa poche et retourna au village. Au centre de la place, sous le vieux baobab, les enfants jouaient.
Ils couraient, criaient, inventaient des histoires, jouaient avec des balles de chiffon, grimpaient les uns sur les autres, tombaient, se relevaient et continuaient. Kwam s'arrêta pour observer. Une petite fille, vêtue d'une robe déchirée et sale, les cheveux crépus et couverts de terre, les regardait. Elle avait les mêmes yeux vifs que Kofi. La même curiosité. La même étincelle. Kwam s'agenouilla. Il fit signe à la jeune fille de s'approcher. Elle s'avança, méfiante, et s'arrêta à quelques pas. « Quel est ton nom? »« Oh. Quel âge as-tu, Ama? »« 6. Kwam sortit une poignée de pièces de sa poche et les déposa dans les petites mains de la fillette. Elle regarda l'argent, l'observa longuement, sans comprendre. « Achète quelque chose de joli pour ta mère, dit-il. Des vêtements, des bonbons, un jouet. Et n'oublie jamais, l'argent est fait pour ça. Pour acheter de belles choses à ceux qu'on aime. Pour rendre quelqu'un heureux. Pour montrer qu'on tient à lui. » La jeune fille sourit, un sourire qui révélait qu'il lui manquait 2 dents de devant. Kwam sentit son cœur s'arrêter un instant. Puis il se leva, s'essuya les yeux du revers de la main et se dirigea vers sa boutique. La jeune fille resta là, les yeux rivés sur l'argent qu'elle serrait contre elle, sans comprendre pourquoi l'homme pleurait. Les années passèrent. Le magasin de Kwam est toujours ouvert, mais il arbore désormais une nouvelle enseigne sur sa porte, peinte à la main par un artiste local, Épicerie Kofi Banda. Kwam a vieilli. Ses cheveux sont devenus complètement blancs, sa peau s'est ridée et son dos s'est courbé sous le poids des années. Mais il est toujours derrière le comptoir, tous les jours, du matin au soir. Il sert les clients avec la même politesse qu'auparavant, pèse le riz avec la même vieille balance et rend la monnaie avec les mêmes mains qui, jadis, enterraient de l'argent. Mais quelque chose a changé. Quand un enfant entre dans la boutique, Kwam interrompt tout ce qu'il fait. Il l'écoute attentivement, lui demande son nom, comment se passe son école, comment va sa famille. Parfois, il lui offre un bonbon, une friandise, une petite pièce de monnaie. « Achète quelque chose de beau, dit-il. Ou mets de l'argent de côté pour plus tard. Mais n'oublie pas de vivre, tu m'entends? N'oublie pas d'en profiter tant que tu le peux. » Les enfants ne comprennent pas, mais les parents, si. Les parents de Ngoma comprennent l'histoire de Kwam. Ils comprennent la leçon qu'il a apprise de la manière la plus douloureuse qui soit. Adjo est décédé il y a 5 ans. La fièvre, comme son fils. Cette fois, Kwam n'a pas hésité. Il a dépensé tout son argent en médecins, médicaments, hôpitaux de la ville, spécialistes, examens et hospitalisations. Il l'a dépensé sans réfléchir, sans compter, sans économiser. C'était inutile. La fièvre a également gagné Adjo. Mais au moins il a essayé. Au moins, il est resté à ses côtés jusqu'à la fin. Au moins, il n'enterrait pas d'argent pendant qu'elle partait. Les nuits de pleine lune, Kwam va toujours jusqu'au tamarinier. Ne pas enterrer d'argent, il n'y a plus d'argent à enterrer et même s'il y en avait, il ne l'enterrait pas. Il s'assoit sous l'arbre, s'adosse au tronc, ferme les yeux et reste là pendant des heures, à regarder le ciel à travers les branches. Parfois, la conversation. Une conversation avec Kofi. « Le petit Kofi est venu à la boutique aujourd'hui, dit-il. Ce n'est pas toi, c'est un autre Kofi, le fils d'Akua. Mais il te ressemble. Il a les mêmes yeux, la même façon d'incliner la tête quand il pose une question. Il a posé les mêmes questions que vous. Il m'a demandé combien d'argent j'avais. Il m'a demandé si j'étais riche. Il a demandé s'il pouvait t'aider à acheter un nouvel ordinateur portable. J'ai dit, bien sûr que je peux, mon garçon. C'est à ça que sert l'argent. À acheter des cahiers, à acheter de la nourriture, à acheter des médicaments, à acheter le bonheur. Il n'a pas compris pourquoi je me suis mise à pleurer. Un jour tu comprendras. Le vent souffle à travers les feuilles de tamarinier. La brise chaude de la savane emporte avec elle le parfum de la terre et des fleurs séchées. Kwam ferme les yeux. Pendant un instant, il entend au loin le rire d'un enfant. Ou peut-être que c'est juste le vent. Il sourit. Car au final, c'est tout ce qui reste. Pas l'argent enterré. Pas la grande maison qu'il n'a jamais construite. Pas le respect qu'il n'a jamais vraiment recherché. Pas un nom dont on se souviendrait. Il ne reste plus que le souvenir. Le souvenir d'un garçon qui courait dans les rues de terre,
qui posait des questions sans fin, qui avait un sourire auquel il manquait 2 dents de devant. Il ne reste plus que l'amour. L'amour qu'il lui a fallu longtemps pour comprendre. L'amour qu'il a mis de côté. L'amour qui a tout coûté. Aujourd'hui, si vous visitez le village de Ngoma, vous trouverez toujours l'épicerie de Kofi Banda au même endroit, à l'entrée du village, avec ses murs en adobe et son toit en zinc. Vous trouverez un vieil homme derrière le comptoir, les yeux fatigués mais encore vifs, les mains tremblantes mais toujours fermes pour peser la marchandise. Si vous lui demandez, il vous racontera peut-être cette histoire. Peut-être montrera-t-il une vieille photo jaunie d'un garçon maigre au sourire édenté. Il va peut-être s'émouvoir. Il pourrait pleurer. Et à la fin, il dira la même chose que les anciens de Ngoma répètent aux jeunes, aux enfants, à tous ceux qui veulent bien les écouter. Ne cache pas ton cœur derrière les richesses. Ne remets pas ton amour à plus tard. N'attends pas demain pour dire je t'aime. Car quand tu réaliseras ce qui compte vraiment, il sera peut-être trop tard. Bien trop tard. Et si vous êtes attentif par une nuit de pleine lune, lorsque le village est silencieux et que les étoiles brillent dans le ciel, vous pourriez apercevoir une silhouette sous le tamarinier. Un vieil homme, assis contre un tronc d'arbre. En regardant le ciel. Parler aux étoiles. En attendant. Pas pour l'argent. Pour un garçon qui ne reviendra jamais. On raconte que par les nuits venteuses, quand le vent souffle du sud et que les arbres se courbent, on peut entendre une voix dans le champ abandonné. Ce n'est pas une voix effrayante. C'est une voix douce et calme, comme si elle conversait avec quelqu'un. Ceux qui l'ont entendue disent que la voix répète toujours les mêmes mots. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi de ne pas avoir compris à temps. Et puis, plus doucement, presque à murmure. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment le montrer. Le vent emporte les mots. Les étoiles nous écoutent. Et le tamarinier demeure là, vieux de plusieurs siècles, témoin de secrets, de larmes et de regrets. Témoin d'un amour qui ne fut compris que trop tard.